travailler en tant que maçon, donc avec un tablier, mais travailler l'écologie, donc que ce tablier soit vert. Si on voulait retrouver une origine, il faudrait plutôt aller chercher du côté des rites forestiers, etc. Où là, c'est-à-dire, ce serait un tablier de jardinier si on veut. Mais l'idée de départ, c'est quand même ça, c'est de dire, c'est des maçons, mais ils vont travailler sur l'écologie, donc ils vont travailler en vert. Ah oui, je confirme. Et je confirme aussi que alors moi je suis au Grand Orient, et quand on a commencé à parler d'écologie dans les convents par exemple, on avait beaucoup de bruissements sur les colonnes, donc sur les rangées, avec des grands soupirs de pneus fatigués, de gens qui disaient on vient encore nous embêter avec ça ici. Pourquoi? Parce que le discours écologiste qu'on entend dans les médias, en général, c'est un discours culpabilisateur, moralisateur. Les gens n'en peuvent plus de ce discours-là. Et donc, je me suis dit, il faut qu'on arrive à trouver notre propre discours. On ne peut pas se contenter de critiquer celui des autres en disant, mais c'est pas ça qu'on a envie ou besoin d'entendre. Nous, on est des maçons, on réfléchit sur des questions de société. Eh ben, allons-y, trouvons notre propre discours, notre propre parole sur cette question-là. C'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, de repartir de l'humanisme. Parce qu'en général, en franc-maçonnerie, quand on parle d'humanisme, on parle de siècle des Lumières. Mais l'humanisme, c'est né au XVIe siècle. Et c'est un extraordinaire mouvement d'émancipation de l'homme qui est basé sur l'invention de l'imprimerie à caractère mobile, qui fait que tout d'un coup, les connaissances se diffusent à travers toute l'Europe, les connaissances et les réflexions. Et on commence à réfléchir sur qu'est-ce qu'est l'homme, qu'est-ce qu'il est, sa nature, et puis sa place dans ce qu'on appelle la création à l'époque. Donc ce sont ces idées-là, et ces idées, elles s'affranchissent des dogmes de l'Église. Donc les humains se mettent à réfléchir par eux-mêmes à ces questions, réfléchir aussi à la gouvernance de la cité, réfléchir aussi, émanciper les sciences de la tutelle de l'Église pour qu'elles puissent se développer vraiment des sciences qui sont positivistes, c'est-à-dire qui reposent sur l'observation, sur les raisonnements logiques, sur la vérification et pas sur l'application d'un dogme. Et c'est tout ce mouvement-là, en fait, de l'humanisme qui est prolongé par le siècle des Lumières et on est encore les héritiers de ça. Sauf que l'écologie, elle remet en cause fondamentalement beaucoup de dogmes qui sont issus ou de pensées qui sont issus de l'humanisme, par exemple. À cette époque-là, on applique, j'allais dire strictement, la lecture de la Bible qu'on a à ce moment-là, et donc l'homme est au sommet de la création, donc il est le roi du monde, il peut faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, on sait que c'est pas tenable et que, en fait, l'humain n'est pas d'une nature différente des animaux, c'est la même nature. Il est un degré d'évolution supérieur, et ça serait encore à discuter, c'est une espèce de continuum, mais surtout, il est lié à tout ce schéma-là, et donc il a beaucoup plus que des droits, il a des responsabilités vis-à-vis du vivant sur la Terre. Si je dois en Ouh, choisir trois, je dirais la première, c'est la vérité, parce que oui, c'est celle qui quand même m'a plus secoué. Et je dirais pas forcément on dit c'est la faute des réseaux sociaux, c'est la faute de l'usage qu'on en fait. Et puis si on veut remonter un peu plus à ça, et parce qu'il faut le dénoncer comme il est, c'est cette espèce d'utopie complètement dingue des libertariens américains qui ont fondé la culture numérique et qui partaient de l'idée qu'il faut pas de règles et que les seules règles qui sont acceptables sont celles du marché. Et ceux qui ont créé ça, et le promoteur de Facebook, de Google, de Microsoft, se rendent compte qu'ils ont fabriqué un monstre. Et donc, c'est la première chose. Et c'est ce monstre-là qui, maintenant, en arrive à ce que les gens sachent plus comment se repérer là-dedans et sachent plus ce que c'est que la vérité. Il y a quand même des règles, tout n'est pas égal. Il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Donc, c'est pas, moi, je pense que la Terre est plate, toi, tu penses que la Terre est ronde, donc on a deux opinions différentes. Et non, c'est pas des opinions. Il y a un moment, il y a une vérité scientifique derrière. C'est pas pareil. Donc, la première chose à reconstruire, c'est ça. Une des deuxième chose probablement, c'est la gouvernance du monde, parce que la gouvernance de la cité qui a été imaginée dans les cités grecques, par exemple, c'était gouverner une cité. Bon, on est parti de ça, on a beaucoup évolué, mais quand même, les problèmes qu'on a à résoudre aujourd'hui correspondent plus du tout à ça. On a certains problèmes qui concernent l'ensemble de la planète, on ne sait pas les résoudre. On a
des problèmes qui concernent des régions du monde, on ne sait pas les résoudre non plus, et on ne sait pas non plus prendre les décisions, d'autant moins qu'aujourd'hui, on a mis l'économique en premier. Donc, en fait, on ne prend plus des décisions dans l'intérêt ce qu'on appelle l'intérêt général, qui est en fait l'intérêt des humains, et encore bien moins dans l'intérêt de l'ensemble du vivant, mais dans l'intérêt économique en disant quand l'économique va bien, tout le monde va plus ou moins bien. C'est plus tenable ça. Il faut qu'on retrouve de nouvelles manières de prendre les décisions et de nouveaux principes. Et puis, bon, si je devais en choisir un autre, je dirais, parce qu'il concerne évidemment les francs-maçons, même si le livre ne s'adresse pas qu'aux francs-maçons, il s'adresse à tout le monde. Je pense qu'il faut que la franc-maçonnerie retrouve aussi une place dans la société. Parce que face à ces chantiers-là, à ces enjeux qui sont absolument énormes, elle a un rôle à jouer et elle ne peut pas se contenter d'être un endroit où on va réfléchir de temps en temps. Il faut vraiment qu'elle aille. Il y a des gens qui sont sur ces chantiers, qui essayent de faire bouger des choses, qui essayent de construire de nouvelles entreprises, de restaurer des choses. Et elle ne peut pas être assise sur sa chaise. Il faut qu'à un moment, les gens se mouillent pour de vrai. Alors, la conception du progrès qu'on avait, elle est obsolète. Ça, c'est sûr, parce que au moment où ça a été lancé, ça aussi, c'était un mouvement d'émancipation. Il y a eu une amélioration des conditions de vie sur toute la planète. À partir de la révolution industrielle, il y a eu beaucoup de choses négatives, mais il y a eu quand même globalement une amélioration. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le progrès, c'est un progrès économique. Ça consiste à fabriquer de plus en plus de produits qui ne servent pas à grand-chose, puisqu'ils sont obsolètes très rapidement. Et ça ponctionne aussi bien de l'énergie que des matières premières sur la planète, de telle manière que c'est intenable. On sait qu'aujourd'hui, le jour du dépassement, c'est-à-dire le jour à partir duquel on a consommé toutes les ressources que la planète est capable de produire en un an, c'est autour du 24 avril. Et tout le reste de l'année, en fait, on détruit la planète pour vivre. C'est pas tenable. Donc, cette conception-là d'une expansion infinie de l'univers ou d'une croissance sans fin, c'est plus tenable. Et c'est pour ça que la notion de progrès, il faut la réinterroger. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas améliorer les conditions de vie des gens. C'est ça Ok. la chose importante. Et c'est bien au contraire d'ailleurs. Il s'agit de voir comment on peut améliorer les conditions de vie des gens en étant plus sobre. Parce que c'est pas vrai, en Intéressant. fait, que ça rend les gens heureux d'acheter des trucs qui ne leur servent à rien. C'est pas vrai. En Gregory Bateson, on trouve, il y a, alors, évidemment, il raisonne en termes de système. Il dit un premier changement pour un système, c'est on garde le système tel qu'il est, mais on change de trois petites bricoles dedans. Par exemple, c'est ce qu'est en train de faire l'industrie automobile, parce qu'elle sent qu'elle est extrêmement menacée. Elle devrait être un des secteurs qui s'effondre, et elle a trouvé une astuce extraordinaire pour pas s'effondrer. C'est on remplace le moteur thermique par le moteur électrique et on continue de fabriquer des millions de voitures. Donc ça, c'est un changement de niveau 1 qui, qui est pas tenable, mais peu importe. C'est un changement de niveau 1. Le changement de niveau 2, ça consiste à changer le système lui-même. C'est par exemple changer les systèmes de production. Quand on est en train de penser en économie circulaire, par exemple, on est sans doute en train de réfléchir à changer le fonctionnement du système lui-même. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas trop. Et il y a une troisième voie qui est ouverte notamment par ceux qu'on appelle les collapsologues, qui consiste à dire ça ne sert à rien de se battre contre un système ou essayer de le faire changer, ça ne marchera pas. Peu importe, on va essayer d'en imaginer un autre. Et donc, c'est ça le changement de niveau 3. C'est dire, on ne va pas changer les systèmes qui existent, on invente un autre système et à un moment, ben, s'il y en a un qui doit supplanter l'autre, eh ben, il le supplantera, puis l'autre déclinera. C'est ce qui se passe en fait dans l'évolution des sociétés régulièrement, c'est ce qui se passe. C'est ça le changement de niveau 3. Et je pense, parce qu'on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais une des choses qui nous manque le plus, c'est les utopies. Tant qu'on était au XXe siècle, on projetait notre avenir sur l'an 2000 et ça faisait rêver tout le monde. L'an 2000, il se passera ceci, cela. Maintenant, l'an 2000 est derrière nous. Donc, on n'a plus d'écran sur lequel projeter nos rêves. Et on a besoin, parce que sinon, les gens sont très inquiets. Quand on leur dit qu'on va tout changer, ils se disent, mais pour faire quoi? Ils ont peur. C'est pour ça qu'ils se raccrochent au passé. Pour moi, on a besoin beaucoup plus de poètes que d'ingénieurs. Les ingénieurs, on les a déjà, mais les poètes, on les a expliqué que ça va être bien, que ça va être, il y aura des choses sympas à vivre. Pierre Gandonnière, bravo pour cet ouvrage. Merci pour vos réponses pertinentes et à très bientôt sur iram.be
et bien sûr sur 450 FM. À bientôt. Merci.